Notre histoire nous conduit à Cérès, ville située en Argentine. Ce soir, c'est dans l'horreur qu'on va se plonger, et dans un pays qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors sans plus attendre, accrochez-vous et commençons. María Fernanda Chico est née le 14 avril 1997 à Cérès. Elle est la fille de Silvia Linardos et de Javier Chico. María est l'aînée d'une famille de 4 enfants. Javier, quant à lui, est chauffeur routier, tandis que Silvia travaille dans un organisme chargé des enregistrements d'immatriculation de voitures. Ici, on connaît peu de choses de son enfance et de son adolescence. La jeune fille est une personne solaire et souriante. Elle attire assez facilement la sympathie. C'est le genre de personne avec qui t'as envie de devenir ami, tout simplement. Son entourage la décrit également comme joyeuse et charismatique. Elle n'a pas peur de se lier à de nouvelles personnes qui lui rendent bien. María a aussi une passion pour le sport, en particulier le patinage artistique. Elle a beaucoup d'énergie qu'elle dépense dans la pratique d'activités diverses. Si María a plusieurs amis et qu'elle est très sociable, c'est auprès d'Alina Martoglio qu'elle a une place de choix. Les deux amies se connaissent depuis l'enfance et elles se considèrent comme deux sœurs. Elles font d'ailleurs tout ensemble, elles sont inséparables. María et Alina sont scolarisées dans la même école, pratiquant le scoutisme. Elles aiment se mettre en scène dans des spectacles qu'elles vont créer. María est une jeune fille qui a de l'ambition. Elle rêve de poursuivre ses études au-delà du lycée. Dès l'obtention de son diplôme d'études secondaires, la jeune fille s'installe à Cordoba. Elle s'inscrit dans la filière de cinéma de l'université Siglo XXI. Ici, c'est un changement de vie radical qui commence. Cérès et Cordoba se trouvent à 400 km l'une de l'autre. Donc autant vous dire que c'était un peu trop loin. Mais elle n'est pas seule dans la projection de cette nouvelle vie. Alina va également suivre les mêmes études. Les deux jeunes filles se trouvent une colocation et quittent Cérès toutes les deux. Et cela n'empêche pas les deux amies de revenir régulièrement dans leur ville d'origine pour le week-end. Le 15 février 2015, María se trouve à Cérès pour le week-end. Là, on est en pleine période du carnaval. La jeune femme en profite pour rendre visite à ses parents. Elle est arrivée le vendredi 13 février et Alina et elle comptent retourner à Cordoba le mardi 17 février. Le début de la journée se prépare normalement. Heureuse d'être en présence de sa famille, María prépare le repas. Elle va également cueillir des fleurs afin de décorer la maison. La jeune fille se sent gagnée par l'esprit du carnaval qui règne en ville. Elle a envie d'en profiter et de faire plaisir aux personnes qu'elle aime. Mais alors qu'elle prend un peu de temps pour elle, la jeune fille reçoit un message. Il s'agit de Rodrigo Gomez, son ex-petit ami. La jeune femme ne s'attendait pas à recevoir de ces nouvelles. Quelques échanges ont lieu entre les deux jeunes gens. Ils décident alors de se rencontrer. Rodrigo propose de se retrouver au niveau de la Syrie, non loin d'une zone comprenant plusieurs commerces. María est plutôt contente et elle s'empresse de se rendre à ce rendez-vous. Elle quitte la maison familiale sur son vélo vers 13h, indiquant à sa mère qu'elle va retrouver un ami. La journée se poursuit et le temps passe. Les proches de María s'étonnent de ne pas la voir revenir. Ils se disent au départ que les plans de María ont évolué suite à la rencontre avec son ami. Dans la soirée, on tente de la contacter sur son portable, mais c'était sans succès. Ce qui était bizarre ici, c'est que ça ne lui ressemblait pas de ne pas répondre à un appel. Ce silence n'était pas normal. Vers 18h, les parents de María se mobilisent pour la retrouver. Ils appellent Alina, sa meilleure amie, afin de savoir si María se trouve avec elle. Ce n'est malheureusement pas le cas. Les parents s'empressent de signaler la disparition de María aux autorités. Ils mettent au courant un maximum de personnes de leur entourage afin de débuter des recherches. Une réunion est organisée dans le but de quadriller les secteurs les plus susceptibles de tomber sur María. Le cercle proche de María est interrogé, mais c'est sans succès. On n'aura aucune réponse. Là, le temps presse. Il ne faut pas perdre une seule seconde de plus et utiliser d'autres méthodes. Silvia prend les recherches très au sérieux. Elle réalise du porte-à-porte pour questionner les habitants. Quelqu'un a bien dû la voir en ville, c'était obligé. Les recherches s'achèvent à 4h du matin sans aucune piste. La journée qui suit est tout aussi lourde pour Silvia, Javier et leurs enfants. Les espoirs de la famille de revoir María en vie sont détruits 2 jours après sa disparition. Le corps d'une jeune fille est retrouvé par une résidente. Il est à 200 mètres d'un croisement entre 2 routes, au niveau d'une scierie. Il est dissimulé derrière un tas de poteaux en bois et un vélo est posé sur lui. Il n'était pas possible de la découvrir avant de s'approcher. Les autorités ne mettent pas bien longtemps avant de mettre un nom sur la malheureuse.
Cette terrible découverte va faire énormément de bruit en ville, et ce, jusqu'aux parents de Maria. Sylvia et Javier se voient attribuer la lourde tâche d'identifier le corps de la victime. Ils confirment qu'il s'agit bien de leur fille, Maria, âgée de 18 ans. Vous imaginez à quel point ça doit être douloureux pour les parents à ce moment précis. On te demande de vérifier si cette personne qui est morte juste là, c'est ton enfant. Ton enfant de 18 ans seulement, bordel, qui perd la vie. Et toi, tu le vois mort, sans signe de vie. Je n'ose même pas me mettre à la place des parents, tant la douleur doit être difficile. Étrangement, le portable de Maria n'a pas été retrouvé sur elle. Le corps de la jeune fille est conduit en institut médico-légal pour autopsie. La victime a connu un véritable calvaire avant de s'éteindre. Elle a de multiples plaies au niveau du cou, portées par 2 armes différentes. Elle a ensuite été pendue à l'aide d'une corde en fer. Cette corde en fer qui va lui briser toute la trachée. Maria s'est sentie mourir dans d'atroces souffrances. La personne responsable de sa mort l'a blessée au point que sa victime ne puisse plus lutter pour sauver sa vie. La personne qui l'a tuée ne lui a laissé aucune chance. Le choc est immense en ville, à la fois pour l'entourage de Maria et pour les habitants de Ceres. Une enquête de police est immédiatement ouverte pour meurtre. Les premières investigations interviennent sur la scène de crime et ses alentours. La Syrie se trouve dans une zone où se situent plusieurs commerces. Si les lieux peuvent paraître déserts, à l'abri des regards, il y a tout de même une caméra de sécurité. Cette dernière couvre une partie de l'endroit concerné par le crime. Les enregistrements sont visionnés et montrent les derniers signes de vie de Maria. Une deuxième jeune fille se présente sur les lieux. Il semblerait que Maria et cette dernière se soient donné rendez-vous. Mais les choses vont vite déraper. Le meurtre n'est pas capturé par les caméras, mais une vision terrible apparaît aux yeux des enquêteurs. L'adolescente tire le corps de Maria, morte depuis peu. Elle souhaite dissimuler sa victime. Ici, il est capital de connaître l'identité de celle qui a croisé le chemin de Maria. La jeune fille de la vidéosurveillance est identifiée rapidement. Il s'agit de Karen Nanez, 16 ans. Karen est interpellée le 17 février à 22 h, le jour même de la découverte du corps. L'adolescente se trouve alors au beau milieu d'une fête d'anniversaire. L'intéressée se laisse appréhender sans résistance. Malgré le sérieux de la scène, Karen ne démontre aucun signe de détresse particulier. Elle est conduite au commissariat afin d'être interrogée. Karen reconnaît rapidement sa culpabilité dans le meurtre de Maria. Mais le plus effrayant ici, c'est qu'elle ne montre aucun remords. Le bruit de l'arrestation de la jeune fille ne met pas bien longtemps à se répandre à Ceres. La mort de Maria a profondément choqué l'opinion publique. Savoir que sa meurtrière n'est autre qu'une adolescente est d'autant plus cruel. Une manifestation s'organise assez rapidement devant le lieu de détention. Elle réunit entre 500 et 800 personnes. Plusieurs centaines de personnes réclament justice. La situation est si préoccupante que les autorités transfèrent Karen à Rafaela, une ville à 2 heures de route de Ceres. Rodrigo, l'ex de Maria, se présente de lui-même au commissariat pour témoigner. Le jeune homme assure n'avoir aucune raison de s'en prendre à Maria. Il arrivait que l'ancien couple se voit quand Maria était en ville. Quand les autorités expriment la volonté d'examiner son téléphone, Rodrigo assure l'avoir perdu le 14 février. C'est un peu curieux ça quand même. Perdre son téléphone à quelques jours d'un meurtre, ça paraît très louche. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il nous cache quelque chose. Il a apparemment prévenu Maria par le biais des réseaux sociaux qu'il n'avait plus son portable. Cependant, il soupçonne Karen, son ex-copine, de lui avoir volé alors qu'il dormait. Ses propos à l'égard de Karen ne sont pas vraiment positifs. L'adolescente était obsédée par lui. Elle refusait de sortir de sa vie selon ses propres termes. Finalement, peut-être qu'il est innocent, le fourbe. Je me suis peut-être un peu précipité, mais voyons ce que l'enquête nous révèle. Comme je le disais, Karen était obsédée par lui. C'en était effrayant de voir à quel point elle voulait contrôler sa vie. Le jeune homme reste assez loin des médias. Son nom est même dissimulé dans la plupart des articles de presse retraçant les faits. Rodrigo s'empare des réseaux sociaux afin de parler de ce qu'il vit. Je ne serai jamais complice d'une telle chose. Je vous demande s'il vous plaît de ne pas penser ou de me soupçonner de quoi que ce soit. Je sais que vous êtes libre de penser ce que vous voulez, mais par respect je vous le demande, faites-le au moins pour elle. Karen et Maria n'étaient pas inconnues l'une pour l'autre. Les deux femmes se connaissaient, mais elles n'étaient pas amies pour autant. Les deux jeunes filles ont eu un point en commun sans le vouloir. Elles sont sorties avec le même garçon. Le jeune homme en question, c'est Rodrigo Gomez. Maria et Rodrigo se rencontrent quand la jeune fille est âgée de 14 ans.
C'est l'âge où les adolescents commencent à s'intéresser les uns aux autres. L'adolescente tombe immédiatement sous le charme de Rodrigo. Le coup de foudre est visiblement réciproque. Les deux jeunes gens se mettent en couple. Le seul bémol, la différence d'âge. Rodrigo a 5 ans de plus que Maria. Les parents de Maria vont apprendre la relation de leur fille avec Rodrigo. On ne sait pas si c'est elle qui les a mis au courant directement. Toujours est-il qu'ils accueillent assez mal la nouvelle. La différence d'âge est toujours un sujet sensible quand l'un des deux est mineur. Toutefois, ils ont peur que Maria poursuive sa relation en secret. Ils font alors le choix d'accueillir Rodrigo chez eux quand celui-ci souhaite voir leur fille. Ainsi, ils peuvent surveiller les deux jeunes gens. Maria et Rodrigo se fréquentent ainsi librement pendant 2 ans. Ils n'ont aucun problème particulier, une relation de ce qu'il y a de plus classique. Cependant, le jeune homme commence à s'ennuyer dans sa relation. Il finit par se mettre en couple avec une nouvelle jeune fille, Karen Nanez, alors âgée de 14 ans. Le hasard veut que cette dernière fréquente le même établissement que Maria, l'école générale San Martin 418. Si les jeunes filles se connaissent certainement de vue, elles ne sont pas amies pour autant. Avant de poursuivre, il n'y a pas quelque chose qui vous choque un peu ici? Rodrigo ne s'intéresse qu'à des collégiennes ou des lycéennes alors qu'il est beaucoup plus âgé qu'elles. Ici, je pense pas qu'on est en tort de juger cet homme sur ses choix amoureux. Je sais pas, mais il aurait très bien pu trouver des femmes de son âge, au lieu de viser des jeunes filles naïves qui sont en pleine construction. Enfin bref, je ne sais pas vous, mais cette question de différence d'âge, surtout quand tu es avec un mineur, me dérangera toujours. Après, s'il avait 30 ans, qu'elle ait 25 ans, ou 25 ans et qu'elle ait 20 ans, c'est autre chose. Mais de là à viser une personne de 14 ans alors que tu as 20 ans, on n'est pas dans le même registre. Bref, j'attends vos avis concernant cette question dans les commentaires. Le couple illégitime ne fait pas beaucoup d'efforts pour se cacher. Rodrigo et Karen passent beaucoup de temps ensemble en ville. Cela finit par se savoir et remonter aux oreilles de Maria. La nouvelle est un choc pour la jeune fille. Rodrigo la trompe alors que jusque-là, elle n'avait aucune raison de se méfier. Si la tristesse l'envahit, elle ne souhaite pas mettre un terme à leur histoire. Elle était beaucoup trop amoureuse pour ça. Et c'était sans compter sur Sylvia et Javier. Les parents de l'adolescente découvrent à leur tour le secret de Rodrigo. Ils décident d'intervenir. Rodrigo n'est plus le bienvenu chez eux. Ils invitent leur fille à rompre et lui interdisent même de rentrer en contact avec le jeune homme. Maria sait que ses parents agissent pour son bien. L'adolescente n'est pas dupe. La situation ne lui convient pas. Elle est triste pendant toute la journée et enfin Maria va finir par rompre avec Rodrigo et décide de se concentrer sur ses études. Nous sommes en 2014 et elle doit bientôt passer son diplôme de fin de lycée. Malgré ça, Karen garde une forme de rancœur envers Maria. Maria est à la fois sa rivale et son modèle. Karen fait tout pour lui ressembler. Ses amis constatent qu'elle opère des changements radicaux. L'adolescente décide de se faire poser des extensions pour avoir les cheveux aussi longs que Maria. Elle change également de style vestimentaire et de manière de se maquiller. Karen surveille de près les réseaux sociaux de Maria. Elle est aux premières loges dès que sa rivale partage des photos. Dans la foulée, elle imite Maria de la tenue à la posture en passant par le montage. Karen ne fait pas que détester sa rivale dans le silence. Elle va aussi agir par les actes. Karen tente de renverser Maria alors qu'elle est sur son scooter. Un soir, alors que Maria est de sortie avec des amis pour un bowling, Karen l'attend. La jeune fille est agressée. Si les parents de Maria sont mis au courant, ils n'en mesurent pas la gravité. Karen est également agressive à l'égard de Maria sur les réseaux sociaux. Le jour du crime, Karen avait visiblement appris le retour de Maria en ville. Malgré le départ de sa rivale pour effectuer ses études, sa haine est toujours présente. Karen ne compte rien laisser passer. Elle avait une haine immense en elle qui la rongeait. Alors qu'elle se retrouve en présence de Rodrigo, elle intercepte le portable de ce dernier. Elle rentre en contact avec Maria, tout en cachant que c'est elle qui lui parle. L'adolescente organise le rendez-vous, se révélant mortelle pour sa rencontre. Maria ne se doute de rien. Elle se rend au point de rendez-vous sans savoir à quoi s'attendre. À son arrivée, c'est Karen qui l'accueille. Karen, sans attendre une seule seconde, s'attaque directement à sa rivale. Maria reçoit une lame de ciseaux au niveau du cou. La jeune fille est sous le choc face à la violence de l'agression. Malgré la violence de son acte, Karen n'en a pas fini avec Maria. Elle s'est munie d'un fil barbelé qu'elle s'empresse de placer autour de la gorge de sa victime. Maria n'est plus en mesure de se défendre. Son agresseur l'étrangle avec son lien, sans aucune pitié. Après la mort de Maria, Karen ne trouve rien de mieux à faire que de lui couper une mèche de cheveux.
Elle lui vole aussi ses chaussures et on la soupçonne de s'être débarrassée du portable de Maria. Si le lieu du rendez-vous était choisi pour être discret, l'adolescente n'a pas vu qu'il était dans le champ de vision d'une caméra. Après son crime, la jeune fille reprend sa vie, comme si de rien n'était. Elle retrouve sa famille, prend de nombreuses photos qu'elle poste sur les réseaux sociaux. C'est comme si tout ce qu'elle avait fait n'avait jamais eu lieu. Comment tu peux reprendre une vie normale après avoir tué quelqu'un, bordel? Ça paraît tellement irréaliste. L'adolescente participe également aux festivités du carnaval. Sylvia, la mère de Maria, tombe sur elle alors qu'elle recherche sa fille. Karen assure ne l'avoir pas vue, avec une froideur déconcertante pour la mère inquiète. Ses propos, en réalité des mensonges, démontrent un certain contrôle et un manque d'empathie. Les autorités peuvent ainsi prouver que la haine de Karen envers sa victime datait. Cependant, cela ne prouve pas la préméditation. Des recherches un peu plus poussées sont menées sur Karen. Comme tous les adolescents de son âge, elle aime partager sa vie sur les réseaux sociaux. Elle publie de temps en temps des photos, dont l'une qui intrigue les enquêteurs. Karen s'est prise en selfie quelques mois plus tôt. Elle était sur un terrain qu'on reconnaît tout près de la Syrie. La légende de la photo indique « Tu finiras ici ». Cette phrase sonne comme une intention et non une parole en l'air. Karen n'admet pas tout de suite les faits face aux enquêteurs. Il faut la mettre face à la vidéosurveillance l'ayant incriminée pour qu'elle reconnaisse son crime. L'adolescente fait l'objet d'une expertise psychiatrique. La conclusion du rapport permet de détecter des problèmes psychologiques chez l'accusé. Elle doit se faire suivre par des professionnels. Karen est incarcérée dans l'attente d'un procès. Le 23 décembre 2015, l'adolescente bénéficie d'une permission spéciale. Elle peut ainsi passer les fêtes de fin d'année en présence de sa famille. Le 2 janvier 2016, la jeune fille bénéficie d'une libération conditionnelle. Elle doit se présenter à des consultations avec un psychiatre toutes les semaines sous peine de retourner en prison. La famille de Maria est sous le choc en apprenant la nouvelle. La meurtrière de leur fille a été libérée après quelques mois seulement d'incarcération. Karen Nanez déménage à Rosario suite à sa libération, une ville à 400 km de Ceres. Elle vit avec sa mère et son oncle. La jeune femme n'est pas autorisée à quitter le pays. En 2016, la jeune fille s'inscrit à l'Institut Polytechnique San Martin dans la filière de l'optique. À Rosario, personne ne la connaît, ce qui lui permet de suivre un cursus scolaire normal. Mais son nom n'est pas tombé dans l'oubli. Une personne découvre son identité et partage l'information sur les réseaux sociaux. Karen doit abandonner son projet compte tenu de la situation qui s'enflamme. En 2017, Karen débute des études de médecine à l'Université nationale de Rosario. La jeune femme tente de mener à bien sa nouvelle vie. Karen a même changé de nom et de style vestimentaire à plusieurs reprises afin d'y parvenir. Elle a également fait l'expérience de la maternité, bien que le couple avec le père n'ait pas tenu. La séparation a occasionné des conflits avec les grands-parents de l'enfant. Malgré tous ces efforts, l'identité de Karen finit toujours par être percée à jour. Les réseaux sociaux s'en mêlent. L'intervention des internautes est très puissante. D'ailleurs, je vous pose la question ici qui peut sembler être bête, mais vous en pensez quoi, vous ? Qu'elle soit en liberté alors qu'elle vient d'assassiner une personne. Elle l'a tuée de sang-froid et sans remords et elle est là en train d'essayer de vivre sa vie. Quand on entend ça, je peux vous dire que ça fait bizarre, et surtout si on se met à la place de la famille de la victime. C'est complètement fou, une meurtrière en liberté. En 2019, Karen rejoint l'équipe de futsal du club de Rosario. La mobilisation est telle que le club expulse la jeune femme de l'équipe sitôt les révélations faites. Pour ce qui est des proches de Maria, la vie n'a pas été simple. La mort de la jeune fille a profondément bouleversé ses proches. Ses parents ont divorcé plusieurs années après les faits. Mais cela n'empêche pas Sylvia et Javier de maintenir des relations cordiales. Ils demeurent profondément liés l'un à l'autre, par le biais de leurs 3 enfants. Ils forment toujours une famille à leur manière. Les parents de Maria ressentent d'ailleurs toujours la présence de leur fille. Alina, la meilleure amie de Maria, a également conservé les précieux souvenirs de la jeune fille. Elle considère que Maria est la moitié de sa propre vie. Les nombreuses expériences qu'elle a pu vivre dans sa vie, c'était avec Maria. La jeune fille se rend également compte de la mobilisation massive suite au crime. Le fait qu'avec sa mort, tant de personnes soient sorties pour demander justice, ça montre à quel point tout ça n'est pas normal. C'est ce qu'elle indiquera auprès des médias avec émotion. Ici, je vous ai pas parlé de la partie procès dans cette affaire. C'est parce que le système judiciaire argentin a ses spécificités. Un procureur avait requis 19 ans de réclusion à son encontre, quand un tribunal la condamna à 7 ans de prison.
Une nouvelle procédure serait intervenue et la condamnation serait passée de 7 à 13 ans de prison en février 2021. Karen a eu la chance de bénéficier de clémence en raison de sa minorité au moment du crime. Elle est entrée dans le programme de libération assistée grâce à la Direction provinciale de justice pénale juvénile. Ça lui a permis d'échapper à la prison, vivant en liberté sous le contrôle de plusieurs professionnels de réinsertion. La famille de Maria se bat toujours aujourd'hui pour que la meurtrière de leur fille effectue sa peine. Ils veulent que justice soit faite et qu'elle aille en prison. La famille de la victime n'arrive pas à s'en remettre et je pense qu'ici, on peut les comprendre. Ils veulent absolument que justice soit faite et ils feront tout en leur pouvoir pour l'avoir. Ainsi se termine cette affaire beaucoup trop sombre. Une pauvre jeune fille assassinée alors qu'elle n'a rien demandé. Elle avait toute la vie devant elle, les rêves plein la tête, mais on lui a arraché sa vie. Et le pire dans cette histoire, comme je l'ai répété, c'est que sa meurtrière est en liberté. Elle est là en train d'essayer de vivre sa meilleure vie, alors qu'elle a une mort dans la conscience. Je le répète, mais je trouve ça complètement fou. Maria Fernanda Chico était une jeune fille qui avait la vie devant elle. Elle avait quitté sa ville d'origine depuis quelques mois seulement dans le but de poursuivre ses études. Cela ne l'empêchait pas de revenir auprès des siens pour le week-end, dès qu'elle le pouvait. Maria a beau être une jeune fille sérieuse, elle n'a pas toujours eu la tête qu'aux études. La jeune fille a rompu 1 an plus tôt avec son petit ami. C'était la première relation sérieuse de Maria et elle s'est terminée de la pire des manières. Le jeune homme la trompait sans qu'elle ne le sache au départ. Ça a été difficile, mais elle a laissé ses sentiments amoureux derrière elle. Malheureusement, une personne a décidé de faire de sa vie un enfer. Karen, la nouvelle petite amie de son ex. Maria a subi un véritable harcèlement en ligne et dans la vie. Karen trouve tous les moyens pour déstabiliser celle qu'elle prend pour une rivale. Elle l'agresse à plusieurs reprises et fait même en sorte de lui ressembler. Elle souhaite en quelque sorte la remplacer. Mais par la remplacer, Karen pense surtout la supprimer. Elle voulait tuer Maria, qu'elle n'existe plus. Mes pensées vont auprès des proches de Maria. La jeune fille leur a été arrachée par un esprit de rivalité pour un garçon qu'elle ne fréquentait plus. Maria pensait retrouver son ex-copain, mais en réalité c'est la mort qui l'attendait. Sa meurtrière n'a eu aucune pitié pour elle. Et le pire, c'est qu'elle n'a même pas connu la prison. Elle est en liberté aujourd'hui. Ainsi s'achève cette triste histoire. Et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que cette Karen doit être incarcérée ou est-ce que vous lui laisseriez une nouvelle chance? C'est la question que je vous pose aujourd'hui et j'ai hâte de vous lire. Sur ce mes amis, il est temps pour moi de vous laisser. Et je vous dis à très bientôt, vendredi prochain 17h pour une nouvelle vidéo. Surtout en attendant, prenez bien soin de vous et vos proches, c'était Mogota.